Ici sur le plateau, Dr Yamtimba, à la suite de Nestor Podassi, est-ce que cela veut dire que le gouvernement du président Ibrahim Traoré ne fait pas, est-ce qu'on pourrait penser que ce gouvernement aujourd'hui ne fait pas l'unanimité, même si on sait qu'au sein de... Le codex révolutionnaire qui se met en place. Et dans cette contradiction, ou si vous voulez, de cette opposition, il va y avoir nécessairement, si vous voulez, il va y avoir à un moment ou à un autre des moments de conflit ouvert. Oui. Et ces moments de conflit ouvert, c'est par exemple ce que vous avez vu dernièrement au Burkina Faso. Parce que d'un côté, vous avez un certain nombre d'intérêts qui sont en place et qui ne veulent pas du tout être bousculés. Et vous avez de l'autre des intérêts, si vous voulez, une certaine idée qui vient bousculer ce statu quo-là et qui va dans le sens de la conquête de la justice et de l'instauration d'une ère nouvelle et d'une ère de liberté et de justice, de souveraineté, alors que de l'autre côté, les gens s'étaient installés, ils se vautraient dans, si vous voulez, ils se vautrent dans une espèce de confort, de complaisance, de compromission, avec quelque chose qui aliène le peuple. Et l'idée nouvelle qui émerge vient mettre fin à cette aliénation et vous avez nécessairement un conflit ouvert. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, et c'est le deuxième élément, que vous avez donc en fait en présence des forces révolutionnaires et des forces réactionnaires. Ce n'est pas nouveau. Lénine a fait face à ça. Ok. Bon, alors, quand on en parle comme ça, le monde européen, parce que le monde occidental ne veut rien dire au fond, le monde européen et tout son bas, et des Algériens qui étaient acquis aux intérêts français. Vous avez vécu ça au Cameroun, où vous avez eu Oumyobé et ses compagnons et une lutte menée de 1948 à 1972 de façon ouverte et qui s'est prolongée jusqu'aujourd'hui, qui se prolonge jusqu'aujourd'hui, où vous avez la dynamique révolutionnaire portée par l'UPC et toute cette dynamique réactionnaire qui est représentée par, si vous voulez, le camp ojolatiste qui s'est mué donc en Union camerounaise, Union nationale camerounaise et RDPC et tout le reste aujourd'hui. Donc ça c'est l'histoire. C'est pour dire quoi? Ce qui se passe au Burkina Faso n'échappe pas à l'histoire. Et cette analyse historique permet de comprendre pour quelles raisons. Parfois, vous nous entendez utiliser le terme d'endocolon. Oui. Mais ce n'est pas un terme qui sort de nulle part ou qui est utilisé par hasard. Ça veut dire quoi? C'est en réalité une manière qui était simple, mais de désigner ce qu'on appelle les forces réactionnaires. Celles qui résistent à la poussée révolutionnaire, celles qui résistent à l'indépendance, l'autonomisation, la conquête de souveraineté du peuple et qui se complaisent dans ce qu'on appelle, dans ce qui est, si vous voulez, domination étrangère. Oui. Donc, ce qui se passe au Burkina Faso, en fait, vous trouverez nécessairement des hommes d'affaires, et ça c'est très intéressant parce que des civils sont impliqués, qui sont des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires. Oui. Pourquoi? Mais parce que les militaires n'ont pas d'argent pour financer ce genre de choses. Il leur faut des banquiers, il leur faut des circuits économiques qui leur permettent de faire circuler les fonds. Il leur faut un ensemble de compétences qui sont en dehors de la sphère militaire pour pouvoir organiser de telles activités et de telles opérations. Et donc, du coup, c'est suffisant pour interpeller ces gens-là. Vous ne pouvez pas exporter 33% des matières premières exportées dans le monde, mais vous ne représentez que 2% de commerce mondial. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a des groupes qui, effectivement, profitent, sont présents et occupent la place qui est la vôtre. Ça veut dire que vous êtes purement et simplement des colonies. Parce que c'est les autres qui sont connus au niveau international. Et donc, du coup, le Burkina Faso subit, en fait, cette dure réalité de la colonisation. Et les efforts qui sont produits par les Nestor Podassi, par le capitaine Ibrahima Traoré et toute son équipe, et par ce qui se fait au Mali, au Niger, à RCA, et par le panafricanisme tribunitaire qui est animé de plus en plus au niveau du Cameroun, tout cela participe en fait de cette confrontation entre des forces révolutionnaires qui recherchent la libération de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, l'indépendance, le développement de l'Afrique, et des forces réactionnaires qui se complaisent dans la domination française,
d'une partie de l'Afrique, et vous voyez que ces forces sont tellement puissantes qu'elles ont pu imposer, par exemple, à l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine et à l'Union africaine, des concepts aussi terribles, dangereux, graves, des concepts qui mettent en danger le développement de l'Afrique, tels que l'intangibilité des frontières, que heureusement, une alliance comme l'AES, la charte de l'Iptako-Gourma, essaie de battre en brèche pour que nous n'ayons plus ces frontières héritées de la colonisation. Donc, je crois qu'il faut rassurer Nestor Podassé et l'encourager davantage dans le combat qu'il mène et qu'il transmette aux autorités du Burkina Faso tout le soutien de tous les révolutionnaires et de tous les panafricanistes, parce que le panafricanisme est une révolution, et qui rêvent de conquérir la liberté, la souveraineté, le développement de l'Afrique, mais qu'on soit lucide. Ouais. Il y a beaucoup de forces réactionnaires, il faut les identifier, les neutraliser, parce que nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle est brutale, elle est violente, mais nous n'avons pas, il n'y a pas de plan B. Pour nous, les Africains, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un seul plan, vaincre, obtenir la victoire et libérer notre peuple. Merci à vous, docteur Yam Timba. Docteur Soro, votre copanéliste évoque des faits historiques. Et il l'a si bien dit, le Burkina Faso n'échappe pas à l'histoire. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cette nouvelle tentative de déstabilisation qui est la 4e en 15 mois depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré? Ça fait 4 fois qu'on a tenté de le renverser, voire de déstabiliser la transition burkinabé. La situation est tellement critique que moi je vous dirais qu'on prendrait une journée, on ne finirait pas d'expliquer clairement la chose aux Africains. Alors, pour faire simple, il faut leur dire que le coup d'État, la tentative d'assassinat sera toujours permanente. C'est-à-dire qu'aucun pays africain, c'est sur votre plateau hier qu'on nous rappelait l'instruction ferme que les États-Unis ont envoyée aux pays africains en leur disant allez chercher le partenaire, mais ce qui veut dire que si vous ne faites pas ce que nous voulons, vous n'êtes pas un État et on peut faire ce qu'on veut de vous. Une fois qu'on installe ce contexte, il faut donc rentrer à la source pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Vous savez, quand les gens disent que nous sommes dans la mondialisation, pour eux, vous devez comprendre en tant qu'Africains qu'ils sont en train de vous imposer que aujourd'hui le monde leur appartient et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ça, ils l'ont décidé, je le répète toujours aux gens, ils l'ont décidé depuis la première expansion coloniale du XVIe siècle. Ceux qui ont créé ce régime. Ouais. Quand vous regardez le dollar, ils vous disent que c'est le nouvel ordre mondial. Hein. Et ce nouvel ordre-là, ça veut dire qu'ils veulent revenir à la seigneurie. Ils sont les seigneurs. Ils ont les ouvriers quelque part en Asie. Et vous, en Afrique, vous êtes des esclaves. Ils viennent prendre la matière première et quand ils ont un surplus, ils peuvent vous le vendre. Et vous devez le prendre dans les conditions qu'ils veulent. Vous avez contre vous ces gars-là. Vous avez contre vous l'administration bourgeoise qui a vécu de ce système et qui, pour elle, venir changer, peut remettre les cartes à jour et faire qu'ils perdent quelques privilèges. Vous aurez donc dans votre propre camp des gens qui ne veulent pas que ça avance. Et vous aurez logiquement contre vous quelques personnes de votre camp qui veulent changer, mais des divergences stratégiques pouvant intervenir, il y a aussi ce camp à gérer. Donc vous avez 3 forces qu'il faut maîtriser. Et face à cela, quand vous regardez, ce n'est pas seulement en Afrique que ça se joue. Il y a aujourd'hui au moins 7 fronts ouverts. Vous avez, moi je vais prendre les plus récents, vous avez vu les élections à Taïwan. Il y avait bien là des Taïwanais qui estiment qu'il ne faut rien, il ne faut pas aller en guerre contre la Chine, c'est quand même la mère patrie, rentrons faire continent. Et vous avez les Taïwanais soutenus par qui on connaît, qui disent non, Taïwan est notre ouvrier. Taïwan possède la source de vie, de la technologie de demain. On ne peut pas laisser les Asiatiques, les ouvriers, en devenir des maîtres et partager ça de manière équitable avec eux. Et vous avez des Taïwanais qui sont entre les deux, qui disent qu'on peut négocier, on peut... Donc là-bas, il y a une guerre interne. Et on voit bien les acteurs, on voit la Chine qui dit non, on voit les États-Unis qui interviennent ouvertement. Ce n'est pas de la blague. Vous avez en Europe la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est quoi? C'est l'extension de la capacité à défendre pour venir combattre en Afrique. Les Occidentaux estiment que ne pouvant plus seuls faire face à ce qui veut se passer en Afrique, il faut que la Russie les aide à agir. La Russie n'est pas d'accord avec eux sur certains principes. Eh bien, ils veulent lui mettre la pression en poussant la barrière d'agressif vers l'Ukraine. Ça a donné ce que ça a donné. Oui. Et vous voyez bien que l'Europe est en guerre. L'ensemble de l'OTAN est en guerre contre la Russie, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Il y a à côté
ce qui vient de se passer au Moyen-Orient et qui continue. Vous voyez bien un génocide à ciel ouvert. Personne ne dit rien. On vous dit au nom de la défense, on peut bombarder les hôpitaux, on peut faire ceci. Mais ce qui est en jeu, c'est qu'il y a le coffre-fort du pétrodollar au Moyen-Orient. On a peur qu'il tombe entre les mains des gens qu'on ne contrôle pas bien. Et ça a commencé par la déstabilisation de l'Irak à son temps, la déstabilisation de la Syrie. Maintenant, il n'y avait plus à se cacher. Quand les Palestiniens ont dit non, il faut qu'on nous redonne notre pays, tout est là. Et c'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs avec les mêmes règles, les mêmes principes. Ils disent que ces gars n'ont pas droit à un espace parce que ça est conséquence de l'Arrested Development. On a décidé que vous ne devez pas vous développer, vous déranger. Vendez-nous ce que vous avez en matière première. On pourrait voir dans quelles conditions. Et on a mis dedans les acteurs intellectuels conditionnés pour entretenir. Malheureusement, les peuples africains sont en train de pousser. Les peuples en train... Ce qui se passe à l'AES, c'est un mauvais exemple vu de l'Occident. C'est-à-dire que les gars ont compris l'ordre des priorités. La première, c'est la défense, la sécurité. La deuxième, c'est l'alimentation, l'industrie alimentaire, se nourrir en produisant. La troisième, c'est l'organisation selon nos modalités de la gestion de la République, la chose publique. Et vous voyez un militaire qui est en train de dire qu'il va construire la démocratie. Ce jeu, ça ne marche pas. Si Ibrahim leur disait là comme Kaka Débé qui veut devenir président, on n'a rien fait. Parce qu'on allait lui dire qu'on te donne les moyens pour faire ça. Mais on sent bien qu'il veut donner une place au peuple. Parce que ce qu'on veut intégrer, qu'ils n'ont pas, c'est que désormais en Afrique, les deux choses élémentaires sont le peuple et la République. Quand vous les avez, vous pouvez donner le pouvoir à qui vous voulez. Dès que vous avez organisé les institutions de telle manière que le peuple ait le pouvoir et qu'il puisse le transmettre, on comprend tout de suite qu'on ne peut plus vous imposer des dictats. Alors les Africains ont donc pris les devants. Ils ont décidé qu'ils iront dans ce chemin. Ils ont quelques poches de résistance, mais ils sont en train d'avancer. L'Occident a donc décidé de faire autrement. Moi, je vous dis, ce n'est même pas encore fini. C'est-à-dire que dans les plans, si on regarde les piscines de ces pays-là, on va voir qu'il y a les plans chaque jour pour voir comment on va éliminer ou neutraliser le système. Chaque jour, ils ne travaillent que sur cela. En même temps, ils sont en train de travailler un discours pour gagner au sein de l'opinion nationale de ces pays-là quelques affinités qui puissent démontrer que les gouvernements militaires ne marchent pas. C'est pour ça que vous avez des velléités de gens là-bas qui vous lèvent, qui vous disent que non, on était en train de construire la démocratie. Vraiment, il faut laisser le pouvoir aux civils, il faut faire ceci. Mais ils ne reviennent pas sur les éléments essentiels. Que quand on va concevoir cela, comment on assure la sécurité de nos peuples, comment on assure le bien-être de nos peuples, comment on assure la dignité de nos peuples. Et demain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, théoriquement, je dis aux Africains, nous sommes à un point d'inflexion. Intégrons que les autres ne viendront jamais faire à notre place ce qu'il nous faut faire pour notre bonheur. Quand les autres agissent, c'est pour leur bonheur. Donc, à l'Afrique d'agir pour son propre bien-être. Merci à vous, Dr Soro, d'ailleurs, pour toutes ces précisions. Je pense que c'était tout, l'essentiel pour ce sujet d'accueil, avant notamment de prendre la thématique